Donc pendant des années, il y avait en quelque sorte une règle tacite. Si tu voulais un vrai iPhone, tu achetais le Pro. Le modèle de base était correct, évidemment, mais c'était un peu le téléphone que tu choisissais par défaut quand tu ne voulais pas dépenser pour le Pro. L'écran était plus lent, les appareils photo plus vieux. Cette année, tout a changé. L'iPhone 17 coûte 799, il a l'écran 120 Hz qu'Apple retenait en otage depuis des années. Il a le double de stockage. Les appareils photo sont impressionnants. Sur le papier, on dirait que Apple a enfin décidé de faire un iPhone de base qui n'est pas nul du tout. Je pense qu'on s'est déjà fait avoir. Où Apple a-t-elle économisé, où ça bloque ? Quel compromis donne envie de payer plus pour le modèle Pro ? Spoiler, je cherche encore. Pendant des années, l'iPhone Pro offrait un écran 120 Hz tandis que l'iPhone classique restait bloqué à 60 Hz dépassé. La principale différence entre les deux téléphones était que les Android d'entrée de gamme avaient déjà des écrans à taux de rafraîchissement élevé. Apple s'en fichait, il continuait à le vendre joyeusement, chaque critique le mentionnait, la plupart des utilisateurs le savaient, ça ne changeait rien. Cette année, ils ont cédé. L'iPhone 17 a un magnifique écran diode électroluminescente organique de 6,3 pouces avec ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, la même technologie présente sur le modèle Pro depuis 2021. Et la différence est immédiatement, presque viscéralement perceptible. J'ai offert ce téléphone à ma femme qui utilise un iPhone 14 depuis des années. La première chose qu'elle a dite, c'est « Pourquoi est-ce que ça paraît tellement plus fluide ?» Elle ne regarde pas de vidéos technologiques et ne s'intéresse pas à la technologie ou aux caractéristiques techniques. Elle a juste senti que tout allait mieux sur ce téléphone. La navigation sur Instagram est fluide et le passage entre applications plus rapide. Même des gestes simples comme verrouiller, déverrouiller son téléphone ou consulter les notifications paraissent plus fluides. C'est le genre de choses où, une fois qu'on l'a, revenir en arrière donne l'impression que ça ne fonctionne plus. Apple a aussi augmenté la luminosité à 3000 nits comme sur le modèle Pro. J'ai emmené ça au parc, un après-midi ensoleillé, le genre de journée où normalement on ne voit pas grand-chose sur son écran. J'ai découvert qu'il y a un revêtement anti-reflet sur le verre, ce qui réduit nettement les reflets. Regarder des vidéos dans un endroit lumineux ne vous donne plus envie de jeter ou de ranger votre téléphone. L'affichage permanent permet de garder l'écran de verrouillage visible sans affecter la batterie. Des widgets heure et date visibles d'un coup d'œil, une fonctionnalité qui paraît anodine, mais dont l'absence semble être une grande régression une fois adoptée. Très bien, c'est là que je pensais qu'il y aurait un piège. D'accord, ils nous ont donné un bon écran, mais ils ont sûrement sacrifié quelque chose pour rentrer dans le budget ? Pas vraiment. L'écran de l'iPhone 17 est quasiment identique à celui du modèle Pro, sur tous les points importants. Même fluidité, même luminosité, même qualité. Pas de piège. Cela m'amène au point suivant où je pensais que Apple ferait des économies ou réduirait la qualité. Historiquement, Apple met la pression sur les clients au niveau du stockage. Et encore une fois, pendant des années, Apple a joué à ce genre de jeu cynique. Il vendait un téléphone 128 Go, conseillait de filmer en 4K téléchargé Apple Music en qualité sans perte, installer de gros jeux, remplir le téléphone de photos haute définition. Après environ 6 mois, vous recevez un avertissement stockage presque plein et payez alors 100 € de plus à Apple pour obtenir plus d'espace. Donc je me suis dit que c'est là qu'il y aurait l'arnaque. Peut-être qu'ils allaient prendre baisser à 64 Go pour garder ce prix, ou rester à 128 pendant que la concurrence passait au moins à 256. Non. L'iPhone 17 débute à 256 Go pour 799 $, soit le double de capacité de l'iPhone 16 au même prix. Et si vous comparez cela au Galaxy S25 et au Pixel 10, les deux commencent à 128. Pour ce même prix de 799, l'iPhone vous offre 2 fois plus de stockage au même prix. Si vous avez vu mes critiques de l'iPhone 17, vous savez que je prends de nombreuses photos au match de mes enfants et télécharge beaucoup de films et podcasts. Je ne veux pas du tout penser au stockage. 256 en base change complètement la façon dont j'utiliserai ce téléphone. Je ne supprime pas sans cesse des éléments, ni ne choisis quelles applis décharger. Et pour m'assurer qu'il n'y avait pas un compromis caché sur la qualité, je voulais aussi vérifier la fabrication, peut-être qu'ils y ont économisé. Châssis aluminium verre avant-arrière, céramique shield double à l'avant, annoncé 3 fois plus résistant aux rayures. J'ai utilisé ce téléphone sans coque, et il est toujours impeccable. C'est le seul iPhone 17 que je n'ai pas fait tomber, et il est resté en bon état. Aucune micro-rayure, rien du tout.
Les modèles Pro possèdent tous les objectifs avancés, traitements informatiques et fonctions Pro. L'iPhone classique reçoit généralement les capteurs de l'an passé et moins d'objectifs. C'est là que les téléphones abordables révèlent leurs limites. On peut leur donner de bons écrans et un stockage correct, mais pour les appareils photo, c'est généralement là qu'on voit les compromis. Donc l'iPhone 17 a 2 appareils photo, un principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 48 mégapixels. Il n'y a pas vraiment de téléobjectif ici, et sur le papier, c'est là que tout devrait s'effondrer, non? En général, ces appareils photo sont excellents et offrent des photos très nettes avec le capteur principal. J'ai trouvé que les couleurs étaient naturelles, la plage dynamique étonnamment bonne, et toutes les photos sont superbes. La photographie computationnelle est excellente, avec de bonnes performances en basse lumière et des photos soignées sans aspect trop retouché. L'ultra grand angle est la grande nouveauté cette année. 48 mégapixels au lieu de 12 auparavant. Il est bien plus net que les générations précédentes, surtout dans les coins où les ultra grands angles s'effondrent habituellement. La macrophotographie Samsung Date, si vous en faites beaucoup, est aussi bien meilleure. Les gros plans étaient flous sur les anciens iPhone, mais ici je trouve qu'ils sont nets et détaillés. Il y a une sorte de zoom, ils appellent ça un zoom de qualité optique 2 fois, mais c'est juste un recadrage du capteur principal. Mais comme le capteur principal a une si haute résolution, ce zoom numérique 2 fois a l'air propre, sans les artefacts habituels du zoom numérique. Encore une fois, ce n'est pas un vrai téléobjectif, mais c'est mieux que rien. Voici quelques photos des matchs de baseball de mes enfants. Vous voyez que cette photo a été prise avec le zoom normal 1 fois sur 2, et le rendu reste très bon. J'ai effectivement utilisé un zoom numérique jusqu'à 8 fois sur beaucoup de ces photos, parce que c'est un peu la référence pour les téléphones pro. Et évidemment, ça se dégrade. À 8 fois, ça ressemble plus à une peinture à l'huile qu'à un vrai zoom, mais c'est possible si vous le souhaitez. Globalement, j'ai trouvé ces photos vraiment réussies. C'est aussi une nouvelle occasion d'être un papa fier. La caméra frontale fait maintenant 18 mégapixels, exactement la même que celle qu'on retrouve sur les modèles Pro. Capteur carré permettant des selfies horizontaux, même en tenant le téléphone verticalement. J'en ai discuté avec d'autres iPhones. Ça semble un gadget, mais c'est très utile pour les photos de groupe. Je l'ai poussé jusqu'à un zoom numérique 8 fois pour comparer avec le modèle Pro, et l'image se dégrade comme on pouvait s'y attendre. Mais en prenant des photos normalement, comme la plupart des gens utilisent leur téléphone, je trouve que cet appareil photo est incroyable. La vidéo est, selon moi, parmi les meilleures sur un téléphone de ce prix. Excellente stabilisation, couleur naturelle, 4K, à 60 images, seconde fluide pour photos quotidiennes, famille, vidéos de nourriture et réseaux sociaux. Mais voilà le hic. Avec l'iPhone 17, pas de vrai téléobjectif. Au-delà du 2 fois, c'est du zoom numérique, la qualité chute vite. Comme déjà dit, les photos sont floues à 4 fois. Je prends souvent des photos de sport en bordure de terrain et l'absence d'un vrai téléobjectif se fait sentir. Le S25 offre un zoom X3 à ce prix et le Pixel 10 l'a aussi ajouté cette année. Les deux offrent plus de flexibilité pour les prises de vue à distance. Je pense que la plupart des gens ne photographient pas ainsi, comme moi. Parce que les gens veulent probablement prendre des photos de choses qui sont juste devant eux. Dîner, amis, animaux, nourriture, photos de vacances. Pour tout cela, les appareils photo de l'iPhone 17 sont excellents. Vous avez soit besoin du téléobjectif, soit non. Si vous prenez constamment des photos à distance, ça va vraiment vous manquer, et vous devriez probablement regarder du côté des modèles pro. Si vous prenez des photos de la vie quotidienne, ça ne vous manquera probablement pas tant que ça. Donc c'est une véritable invitation, je pense, je l'ai enfin trouvée. Avec ces améliorations, écran pro, stockage doublé, bons appareils photo. Mais j'ai commencé à me demander si Apple n'avait pas fait des économies sur le processeur pour que ça rentre dans les coûts, parce que ce serait probablement la décision la plus intelligente, non. Offrez aux gens des éléments tape à l'œil, mais mettez une puce plus lente qu'ils ne remarqueront que dans quelques années, quand le téléphone ralentira. Le 17 embarque la puce A90 d'Apple, très rapide. En 2025, tous les téléphones haut de gamme sont tellement puissants que le goulot d'étranglement, ce n'est plus le processeur, ce sont les applications et les logiciels. Cet appareil gère tout en douceur. Jeux, montage vidéo, multitâche, tout. Il n'y a presque rien d'intéressant à dire sur le processeur, à part qu'il est rapide et que vous ne remarquerez jamais de ralentissement. Vous avez encore de la marge pour des années, donc pas de souci. Ce téléphone paraît maintenant un peu suspect, non ?
Le matériel est irréprochable, mais qu'en est-il de la stabilité logicielle? Parce que c'est un autre domaine où les entreprises aiment faire des économies. Le matériel est excellent, mais le logiciel bogué rend certaines fonctions inutilisables. Cela expliquerait comment Apple atteint ce prix, non? L'iPhone X7 est sorti avec des bugs. Il y avait des problèmes de connexion Wi-Fi, ça se déconnectait et se reconnectait tout seul, ce n'était pas constant, mais ça arrivait assez souvent pour qu'on le remarque. Avec CarPlay sans fil, c'était plus perturbant. CarPlay se déconnectait en navigation puis se reconnectait. Des problèmes cellulaires touchaient aussi les eSIM. Appels coupés, soucis d'activation. J'ai rencontré de gros problèmes en transférant une eSIM d'un iPhone à un autre. Des utilisateurs ont signalé des soucis d'activation des fonctionnalités Apple Intelligence, montrant une instabilité logicielle mais sans compromis majeur. Ça ressemblait plutôt à des bugs de lancement et je ne cherche pas à excuser cela. Je pense que tout sera corrigé avec les prochaines mises à jour logicielles. Au moment où vous verrez ceci, tout sera sûrement réglé, il ne restera qu'un dernier point. Je pensais y trouver un gros compromis. Parce qu'avec ce magnifique écran 120 Hz, toutes les fonctionnalités de l'appareil photo et un processeur puissant, ça doit forcément être l'autonomie. Non, non. Ça doit être une catastrophe. Avec un écran à taux de rafraîchissement élevé, tu as toutes les fonctions, mais il faut le recharger 2 fois par jour. Donc l'iPhone 17 a juste en dessous d'une batterie de 3700 mAh. Apple l'évalue à 30 heures de lecture vidéo. En pratique, j'ai environ 6h30 à 7h d'écran. Allumé, c'est une journée complète pour presque tout le monde. Évidemment, petit avertissement, votre utilisation va varier selon les applications tierces que vous utilisez qui pourraient en consommer beaucoup plus de batterie. Mais c'est clairement un téléphone qui tient toute la journée, et certainement pas moins bon que le téléphone de l'an dernier, qui tenait lui aussi toute la journée. La charge est désormais bien plus rapide. Brancher le filaire 40 watts atteint environ 50%, environ 20 minutes, ou 25 watts. MagSafe est aussi une énorme amélioration. L'autonomie est solide, ce n'est pas légendaire, mais c'est solide. Une journée entière d'utilisation sans stress, sans piège. Le compromis te fait-il regretter de ne pas avoir choisi le modèle Pro? Le seul défaut que j'ai noté, c'est le téléobjectif, ce que je savais déjà. Tout le reste, écran, stockage, appareil photo au quotidien, performance, batterie, est vraiment excellent. Pas seulement bâti bien pour le prix, comme avant. Acheter l'iPhone de base signifiait toujours que tu acceptais d'avoir l'iPhone le moins bon. Apple, je pense, a fait en sorte que tu le ressentes aussi. Cette année, ce n'est plus du tout le cas. L'iPhone 17 n'est pas le téléphone par défaut. C'est un téléphone qui te fait te demander pourquoi quelqu'un dépenserait de l'argent pour un modèle Pro, tout simplement. Apple a enfin créé l'iPhone de base qu'ils auraient dû faire dès le départ, selon moi. L'iPhone phare le moins cher est enfin celui que, selon moi, presque tout le monde devrait vraiment acheter.